Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ask Stago. Je suis Audrey Carlou et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Cécile Ourquet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème majeur sur la phase préanalytique au laboratoire, ce que nous appelons les interférences HIL, avec une question: comment gérer les échantillons HIL dans le laboratoire d'hémostase? Et pour répondre à nos questions, nous accueillons aujourd'hui Frédéric Bruto. Frédéric, tu es responsable de la gamme pour le haut segment au sein du marketing global. Et la gestion de ces interférences HIL est l'une des questions, je pense, les plus fréquentes à laquelle tu es confronté chaque semaine, si ce n'est quotidiennement. Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Frédéric. Pour commencer, qu'est-ce qu'une interférence HIL? Alors HIL signifie hémolyse, ictère et lipémie. Ces défauts entre guillemets de l'échantillon de plasma lui donnent un aspect rouge, jaune ou laiteux qui peut avoir un impact sur les résultats du dosage. Alors normalement, on a tendance à dire que ce n'est pas vraiment un gros problème pour nos systèmes qui sont équipés avec une détection mécanique de la formation du caillot. Qu'est-ce que tu en penses Frédéric? Alors la réponse est en fait oui et non. D'abord parce que les HIL peuvent influencer n'importe quel dosage de détection optique, chromogène ou turbidimétrique, mais aussi parce que cela dépend des longueurs d'onde utilisées, donc ce n'est pas si simple. Par ailleurs, nous savons aussi que lors de l'hémolyse, les globules rouges lysés peuvent libérer des composants intracellulaires ou membranaires qui peuvent déclencher la coagulation et ainsi affecter le résultat du test, tel que publié par l'IPI en 2006, sans que cette activation soit directement proportionnelle à la coloration rouge, comme le montre Goulet en 2016. Et oui, c'est la réponse à laquelle je m'attendais, car ces interférences sont particulièrement préoccupantes, car dans la phase préanalytique, c'est la principale source d'erreur dans les diagnostics de laboratoire. Selon une étude publiée par Salvagno et ses collègues dans le Journal of Evaluation in Clinical Practices en 2008, 20,1% des erreurs préanalytiques sont en fait dues au HL et l'hémolyse, et de loin la plus fréquente. Donc on retient bien l'enjeu majeur que sont ces HIL pour le laboratoire clinique, comme tu l'expliquais Cécile, avec cette fréquence de ces perturbations. Et aussi, comme Frédéric tu l'expliquais, pour l'hémolyse, particulièrement sur la paillasse d'hémostase, car l'hémolyse déclenche aussi la coagulation finalement. Mais comment détecter correctement ces HIL alors? Eh bien, en fait, Audrey, depuis des décennies, le laboratoire de coagulation utilise l'œil humain pour détecter les HIL, car il s'agit de couleurs visibles, le rouge, le jaune, ou bien de lactescence pour la lipémie. Pourtant, c'est nécessairement assez subjectif et c'est pourquoi de nombreux fournisseurs de systèmes de diagnostic in vitro ont commencé à proposer des systèmes de détection HIL sur leurs analyseurs, notamment pour le laboratoire d'hémostase. C'est très bien de dire que c'est un système de détection qui est là pour détecter plus objectivement le HIL par rapport à l'œil humain, mais est-ce qu'on peut parler d'un test standardisé? Eh bien, le guide CLSI H56 explique assez bien comment ces systèmes doivent être conçus, notamment sur les intervalles de longueur d'onde possibles pour chacun des interférents, HI et L, en fonction de leur spectre d'absorption, et il explique aussi comment le système doit être vérifié. Le guide donne aussi une certaine flexibilité sur la répartition des indices rapportés. Tu parles d'indices, Frédéric. Cela signifie-t-il que des systèmes de détection ne sont pas quantitatifs? Eh bien, en fait, non. Ces systèmes de détection des analyseurs de coagulation sont là pour fournir une détection plus objective de l'hémolyse, de l'ictère et de la lipémie, mais pas pour la quantification. Cette quantification doit être faite sur des analyseurs de laboratoire cliniques adéquats dédiés à la mesure de l'hémoglobine, de la bilirubine ou des différents types de lipides. Et nous devons rappeler ici ce que tu disais précédemment, à savoir que le taux d'hémoglobine et la couleur peuvent ne pas être directement liés à l'activation de l'échantillon. Ce qui nous amène finalement à notre dernière question, et peut-être la principale. Moi qui travaille à la paillasse d'hémostase, que dois-je faire si l'échantillon est hémolysé, ictérique ou lipémique? Eh bien, Audrey, conformément à la version actuelle du guide CLSI H21 et aux recommandations préanalytiques de nombreuses sociétés savantes, il faudrait éliminer tous les échantillons hémolysés, également parce que dans la grande majorité des cas, cette hémolyse est due à un mauvais prélèvement de l'échantillon. Ainsi, un reprélèvement est souvent préconisé dans ce cas. Mais l'hémolyse peut être due à des conditions cliniques particulières et c'est là où ça se complique un peu. Parce que parfois, le résultat est attendu de toute urgence, par exemple. Les échantillons ictériques indiquent un état aussi hépatique pathologique, par exemple, et la lipémie peut être liée à des troubles métaboliques. Ainsi, le prélèvement du tube ne peut pas être une solution universelle. Alors tout à fait, Cécile. Pour certains tests de coagulation urgents, la détection mécanique de la formation du caillot est la solution acceptable pour les échantillons
HIL selon le guide CLSI H21. La couleur n'a pas d'importance dans ce cas car le temps de coagulation est lié à la mesure de la viscosité du milieu. Dans ce contexte d'urgence spécifique également, on nous interroge aussi souvent sur la lactescence des échantillons de patients en réanimation, lorsqu'on reçoit par exemple du propofol pendant l'anesthésie. Tout à fait, Cécile, c'est vrai. Et il peut bien sûr arriver qu'en plus de l'alimentation par voie intraveineuse de ces patients en réanimation, ils reçoivent, comme tu le disais, des médicaments aussi par voie intraveineuse qui sont sous forme d'émulsion. Et cette émulsion provoque une lactescence de l'échantillon. Il faut pourtant rappeler que dans les bonnes pratiques de prélèvement de l'échantillon sanguin, dans cette situation, il est recommandé de prélever dans le bras opposé à celui où le cathéter de la perfusion est installé, pour justement limiter l'éventuelle lactescence de l'échantillon. Et j'ajouterais, Audrey, que c'est là que les systèmes de détection HIL dont nous avons parlé sont importants. Lors de l'installation, le laboratoire peut définir les seuils ou les indices à partir desquels il attend des alertes sur les résultats patients. Cela n'empêche pas que le résultat soit reporté. Mais l'alerte est là pour attirer l'attention du biologiste avant qu'il ne choisisse de rendre le résultat ou non au clinicien. Donc en pratique, le laboratoire définit donc les paramétrages pour automatiser ce qu'il faisait auparavant à l'œil et lors de la vérification de la présence d'interférences sur l'échantillon plasmatique. Exactement. Nous avons automatisé la vigilance du personnel de laboratoire. Merci Frédéric, c'était très clair. Merci d'avoir répondu à nos questions. Peut-être auras-tu un dernier message à partager avec nos auditeurs ? Alors oui, Audrey, je dirais que la détection d'un problème sur l'échantillon ne résout pas le problème en tant que tel. Il est donc primordial d'utiliser une technologie de mesure appropriée. Merci. La détection n'est donc pas la solution. Merci de cette conclusion. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Comme toujours, vous trouverez les références bibliographiques dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou de vous abonner à la série de podcasts sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer le prochain sujet du prochain podcast. Merci à tous pour votre écoute et la suite au prochain épisode. Ce podcast vous est proposé par Stago. Diagnostics is in our blood.